Les grands entretiens de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storia Voce. Je vous le rappelle, nos podcasts sont gratuits afin de préserver cette gratuité. N'hésitez pas à nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. Contre un don, vous recevrez un abonnement de 3 mois, de 6 mois ou d'1 an au magazine Histoire et Civilisation. Merci d'avance. Jean Lopez, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Faut-il vous présenter? Vous avez remporté la palme de l'émission la plus écoutée de Storia Voce. Il s'agit des 2 émissions que nous avons enregistrées consacrées à Barbarossa. Et vous venez de rééditer un ouvrage qui est un classique, La Wehrmacht, la fin d'un mythe. Un ouvrage coédité avec toujours les éditions Perrin, mais aussi la revue que vous dirigez, Guerre et Histoire. Alors j'ai souhaité consacrer cette émission effectivement à la Wehrmacht, au mythe de la Wehrmacht. Alors la grande qualité de votre ouvrage Barbarossa, pour le coup, était de lire l'événement en remontant à la Grande Guerre de 14. Cette fois, les contributeurs de la Wehrmacht, la fin d'un mythe, sont remontés bien au-delà, puisqu'ils sont remontés au XVIIIe siècle. Pour comprendre la Wehrmacht en 1939, il faut remonter aussi loin? On peut, en remontant, mettre au jour un certain nombre de traits de la culture militaire germanique et de la culture stratégique allemande, qui sont là effectivement depuis le XVIIIe siècle pour certains, en sachant évidemment que cette histoire ne cesse de s'enrichir. L'armée allemande au XIXe va apprendre des choses, intégrer à sa propre culture d'autres données, puis ce sera la même chose au XXe siècle. Mais en effet, il n'est pas inutile de remonter à cette période, donc au règne de Frédéric II de Prusse, de même que pour comprendre l'armée française de 14-18, il n'est pas inutile de remonter aux armées d'Ancien Régime. Il y a des constantes en termes stratégiques et en termes de culture militaire qu'on observe dans chaque pays. Je pense que la perspective longue nous apprend toujours quelque chose. Il y a une identité prussienne forte à cette armée allemande de 1939. Il y a un héritage. Il y a un héritage prussien incontestable, ne serait-ce que dans le corps des généraux et des officiers supérieurs, dont encore un bon tiers provient des provinces orientales de l'Allemagne, donc de Prusse occidentale et de Prusse orientale, un tiers de von quelque chose, on en connaît un certain nombre, von Manstein, von Bock, von Klug, von Rundstedt, il y en a beaucoup. Ce sont des gens qui traditionnellement, parfois depuis plusieurs siècles, se mettent au service d'abord du roi de Prusse, puis ensuite de l'empereur d'Allemagne et enfin d'Hitler. Donc oui, il y a une empreinte prussienne, il y a aussi une empreinte prussienne dans la formation des officiers, dans un accent très fort mis sur les qualités de commandement, plus que sur les capacités de réflexion, mais également sur la capacité d'autonomie de ce commandement, plutôt que de sa capacité à obéir strictement aux ordres. Et là, nous, Français, nous sommes un peu coupables d'avoir toujours identifié le prussianisme au caporalisme et de penser que un officier allemand, c'est quelqu'un qui obéissait le doigt sur la couture du pantalon et qui ne cherchait qu'à respecter à la lettre un règlement. Or, rien n'est plus faux. En réalité, ça discute toujours énormément dans les états-majors allemands, mais ça, une fois que la décision est prise, on l'applique. Mais enfin, c'est tout le contraire. C'est une armée où on sollicite l'intelligence tactique et opérationnelle des officiers, beaucoup plus que dans n'importe quelle autre armée au monde. Cette capacité à laisser de l'initiative aux subordonnés, une fois que l'ordre a été clairement édicté, porte un nom allemand, Auftragstaktik, tactique, c'est-à-dire commandement orienté mission, qui, je pense que c'est un des legs les plus importants. Donc, si vous permettez, je prends une petite minute pour les définir. C'est une façon de concevoir les rapports hiérarchiques de la façon suivante. Plutôt que d'édicter, de dire dans le détail à un subordonné ce qu'il doit faire. On lui donne simplement le sens général de sa mission et l'objectif. Et après, on compte sur lui pour en trouver concrètement en fonction des conditions du terrain
de l'adversaire pour trouver les moyens et les modalités. Il y a donc une large autonomie qui est laissée à tous les niveaux. Et ça, c'est, je pense, un des ressorts. Alors, il ne faut pas non plus pousser cette idée à fond. Tous les chefs allemands ne sont pas capables de cela. À la fin de la guerre, il n'est plus question d'offre tactique, alors que c'est beaucoup plus vrai au début de la guerre, donc il faut prendre cette idée avec des pincettes. Mais enfin, tout de même, c'est une armée qui a été marquée par ça, c'est-à-dire par cette autonomie de jugement laissée au commandement. Alors, je ne veux pas être accusé d'anachronisme, le terme Wehrmacht correspond à une période bien particulière. Oui, Wehrmacht, le terme apparaît en 1935, donc déjà Hitler est au pouvoir. C'est le nouveau nom qui est donné à l'armée allemande à partir du moment où le service militaire obligatoire est réinstitué. Wehrmacht, ça veut dire simplement force armée, ou ça ne veut rien dire de plus que force armée. Et ce nom disparaît 10 ans plus tard, en 1945, avec l'effondrement du Troisième Reich. Si l'on se réfère à l'armée avant la Wehrmacht, dont celle-ci est largement issue, il faut l'appeler Reichswehr. Reichswehr, c'est le nom de la petite armée que le traité de Versailles a laissée à l'Allemagne en 1919. Une armée réduite à 100 000 hommes avec de nombreuses interdictions qui en limitent la puissance. Et si on remonte encore dans l'histoire, on a à ce moment-là l'armée impériale, la Kaiserliches Heer, puis encore avant, la Königliches Heer, l'armée royale. Donc ces forces armées, elles changent de nom finalement en fonction du type de régime de l'Allemagne. Est-ce que l'armée impériale, la Reichswehr, la Wehrmacht, ce sont au fond des armées comme les autres ? Alors ce sont des armées qui ont pour objectif de préparer et de gagner les guerres, comme toutes les autres, et de défendre un territoire et un régime. Mais ce sont des armées qui ont à chaque fois des rapports spécifiques et une situation spécifique dans la société. Ce qui caractérise notamment l'armée prussienne très fortement au XIXe siècle, et notamment après la défaite de la France en 1871, c'est l'absence de contrôle des organismes élus. Le Reichstag, c'est-à-dire le Parlement allemand, ne contrôle rien. On lui demande juste de voter un budget. Pour le reste, il n'a pas le droit de regard. Il n'existe pas d'organisme qui permette aux représentants au pouvoir politique de contrôler, par exemple, les plans de guerre, l'usage qui est fait des fonds, les nominations aux grands emplois. Tout cela échappe totalement à la représentation élue. C'est le domaine réservé de l'empereur. C'est vraiment le domaine réservé de l'empereur. C'est une situation extrêmement dangereuse parce que on voit bien que si on laisse les militaires prendre les décisions finalement politiques à la place des politiques, c'est au bout, c'est la catastrophe. C'est ce qui est arrivé à l'armée française pendant la guerre d'Algérie, je vous le rappelle. Démission du politique, une armée qui s'empare de tous les leviers de commande, ça peut pas bien finir. Est-ce que l'art militaire doit beaucoup à l'Allemagne ? On va dire l'art militaire moderne et contemporain. Oui, disons que à l'époque de Frédéric II, donc au XVIIIe siècle, en gros, remettons-nous, on est à l'époque de Voltaire, qui est un grand admirateur de Frédéric II, son armée fait figure de modèle. Elle a gagné la guerre de succession d'Autriche, elle a gagné la guerre de 7 ans, aux côtés de l'Angleterre. Elle est considérée comme le modèle d'efficacité parfait. Le problème, c'est que elle est entièrement détruite de la façon la plus infamante qui soit par la grande armée de Napoléon à Iéna et à Auerstedt en 1806. Donc, exit le modèle prussien. Le grand modèle, celui qui s'impose au monde entier, c'est le modèle français, le modèle impérial. Et puis au XIXe siècle, cette armée allemande qui se réforme totalement suite à sa défaite face à Napoléon, va se réinventer. Elle va se réinventer sous la houlette d'un réformateur, Charles Horst, qui va reprendre à la base les rapports entre l'armée et la nation, mais également les présupposés doctrinaux et stratégiques de cette armée. En quelque sorte, il va lui injecter du sang français, d'une certaine façon, puisque le grand modèle est Napoléon. Cette armée allemande de nouveau type, elle va progressivement s'imposer sur les champs de bataille dans ce qu'on appelle les guerres de réunification. C'est-à-dire celles qui ont été impulsées par Bismarck, qui est chancelier, donc, et qui, en 1864, voit
l'armée prussienne rénovée battre le Danemark, puis en 1866, l'Autriche, une grande puissance, l'Autriche, et enfin en 1870-1871, la puissance dominante encore à l'Europe à l'époque, la France impériale, puis ensuite la France républicaine. À partir de là, l'armée allemande devient dans le monde entier un modèle, une référence. C'est une armée, c'est l'armée qui gagne, et qui gagne de belle façon. Et ce qui est étonnant, c'est que, alors même que cette armée va perdre en 1918, elle va garder ses admirateurs. Parce qu'on dira, oui, elle a perdu, mais elle a perdu contre le monde entier coalisé contre elle. Et elle a perdu, finalement, très difficilement, et suite à une révolution intérieure, plus que par le verdict des armes. Ce qui est faux, d'ailleurs, nous en reparlerons peut-être. Toujours est-il que même après la Première Guerre mondiale, donc dans l'entre-deux-guerres, cette armée allemande fait figure de référence. Vous avez, par exemple, des conseillers militaires allemands au Paraguay, en Chine, on l'a oublié, mais l'armée de Chiang Kai-shek, celle qui va faire la guerre contre le Japon à partir de 1937, est une armée largement formatée par les Allemands. Un de ses conseillers est le célèbre von Seeckt, qui est l'homme qui a formaté la petite Reichswehr de 1919, c'est-à-dire des officiers allemands les plus connus au monde. Donc elle a gardé ce potentiel d'admirateur. Et alors, on va encore aller plus loin. Cette armée allemande qui est totalement détruite et vaincue en 1945, et ça c'est le grand paradoxe, elle va encore après la Seconde Guerre mondiale garder les admirateurs. Et ces admirateurs, elle va les garder dans le monde anglo-saxon essentiellement, où les Américains vont véritablement, les Anglais aussi, en faire un mythe, hein, d'où le titre de notre ouvrage, La fin d'un mythe, où il a fallu qu'on décape toutes les couches de mythes qui sont accumulées au-dessus de cette Wehrmacht en faisant une sorte de machine à vaincre qui finalement ne le céderait que devant la masse. C'est pas si simple, c'est une armée qui possède, je pense que nous allons aborder cela dans cette discussion, qui possède un certain nombre de faiblesses très graves. Alors justement, on va voir bien évidemment plus tard l'année 1940, mais je souhaiterais m'arrêter avant tout sur un concept. Quand on évoque l'armée allemande, la Wehrmacht, eh bien on pense à la Blitzkrieg. D'ailleurs, on dit bien la Blitzkrieg et non pas le Blitzkrieg, c'est-à-dire à la guerre éclair. Quelles sont les particularités de cette guerre éclair? Est-ce qu'il existe une théorie de la guerre éclair à l'époque? Non. C'est quelque chose qui n'a jamais été théorisé. C'est quelque chose qui n'est utilisé que par la propagande de Goebbels. Hitler, lui non plus, ne l'a jamais utilisé. C'est Goebbels qui l'a utilisé pour effrayer. À l'époque, mon père, qui était un soldat de 40, me racontait que les actualités aux actualités, vous savez, qui précédaient toujours les films, les actualités pâtées, on voyait très souvent Hitler passant en revue des troupes et dans le commentaire, on avait l'impression que c'était une machine absolument invincible. Et mon père me disait, j'ai toujours trouvé extraordinaire, on savait que ça allait être notre adversaire et pourtant, en gros, on faisait comme si cette armée était déjà imbattable. Donc, si vous voulez, il y avait une espèce de travail de subversion de sape que Goebbels a très bien mené, en donnant à penser que cette armée était absolument invincible. D'où le terme de Blitzkrieg, cette guerre éclair. C'est-à-dire, quel que soit l'adversaire d'Allemagne, il n'aura pas le temps de s'en retourner, qu'il aura été battu. Ce qui est terrible dans l'histoire, c'est que ça va se passer 2 fois. En Pologne et en France. En Pologne et en France. Mais pas de théorie de la Blitzkrieg. Un terme inventé essentiellement pour la propagande et qui n'est pas utilisé par les Allemands eux-mêmes. Néanmoins, si l'on ne peut pas être trop puriste, on peut continuer à l'utiliser pour désigner la façon dont opère cette armée allemande à partir de 1939. Qu'est-ce qu'elle a amené de nouveau par rapport à ce qu'elle était, par exemple, en 1918 ? Eh bien, c'est assez simple à résumer. Elle a amené un nouveau concept de formation, la Panzer Division, la division blindée, qui est une division qui est certes caractérisée par le fait qu'elle comporte un certain nombre de chars,
entre 150 et 300 selon les moments. Mais surtout, et ce qu'on oublie et qui est encore plus important, c'est que à côté de ces chars, vous avez une infanterie portée ou mécanisée, c'est-à-dire qui est capable d'avancer sur le champ de bataille à l'abri sur des engins chenillés qui la mettent à l'abri d'un certain nombre des balles, certains éclats d'obus, etc. Qu'elle ait également un très fort bataillon de découverte qui lui permet d'avoir des yeux partout, qu'elle a des avions d'observation avec lesquels elle est en liaison radio permanente qui lui permettent également d'éclairer pratiquement à 360 degrés de façon à voir venir l'ennemi, qu'elle a un bataillon de transmission extrêmement moderne, c'est-à-dire du matériel radio qui fonctionne jusqu'à 50, 60, 80 km de distance, c'est quelque chose qui manquera terriblement aux Français. Elle a aussi une artillerie qui est capable de suivre au même rythme, parce que la grande idée centrale de la Panzer, c'est que tous ces éléments différents, la découverte, c'est la bonne vieille cavalerie, hein, l'infanterie, motorisés ou mécanisés, les chars, les pionniers, ce que nous appelons le génie d'assaut, qui est aussi intégré à la Panzerdivision, tout ça avance à la même vitesse, c'est-à-dire à 30 ou 40 km/h. Au fond, vous avez là une sorte de mini-armée autonome, un peu comme une brique de Lego, qu'on peut grouper à une deuxième pour obtenir un corps Panzer, et vous pouvez même mettre 2 corps Panzer ensemble pour faire un groupe Panzer. Et alors là, évidemment, vous démultipliez la puissance, la capacité de perforation de cet ensemble. Ça, en gros, c'est la grande idée, qui est d'ailleurs pas une spécificité allemande. Partout dans le monde, à l'époque, on réfléchit au char. Le char, c'est pas une invention allemande. Les Allemands ont raté la révolution du char. C'est les Anglais et les Français qui l'ont mis au point en 1915, 16 et 17. Les Allemands n'y ont pas cru pendant la guerre de 14-18, parce que en 16 et en 17, c'était un fiasco total. Ils ont oublié qu'en 1918, c'est un des éléments clés de la victoire alliée. Mais bon, passons. Toujours est-il que tout le monde a réfléchi au char, mais seuls les Allemands sont arrivés à cet équilibre entre les armes qui en font véritablement un ouvre-boîte pour percer n'importe quel front. Alors, le Blitzkrieg, vous venez de le dire, c'est la France, on va revenir sur la France, mais c'est aussi la campagne de Pologne. Nous avons l'image d'une armée polonaise se battant à cheval avec des piques. Est-ce que cette image est vraie ou il s'agit d'une légende ? Alors, on le voit d'ailleurs dans le film du Polonais dont j'ai oublié le Vajda ? nom. Oui, Vajda. Cette armée polonaise est évidemment une armée de type 1918. Elle est composée, si ma mémoire est bonne, de 37 divisions d'infanterie et c'est un certain nombre de divisions de cavalerie. Il est évident que cette cavalerie n'a pas pour fonction, comme on l'a dit, de charger les panzers. Hein, ça ne s'est jamais produit, c'est un mythe, une invention. C'est une armée qui pesante, qui sait tenir le terrain comme on sait tenir le terrain en s'enterrant. Et cette cavalerie lui sert à boucher les trous, à éclairer le terrain, à éventuellement aider en contre-attaque contre une autre infanterie. Il est évident que cette armée n'est pas à la hauteur de ce que les Allemands vont mettre en face. Il lui manque de l'artillerie, notamment de l'artillerie anti-char. Il lui manque aussi de l'aviation, mais il lui manque aussi un commandement et une stratégie qui soient en rapport avec ses moyens. On ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, l'idée du commandement et donc du pouvoir politique polonais à l'époque, c'est de défendre la totalité du territoire polonais. Si vous regardez une carte, ce territoire polonais, il est encerclé sur 3 côtés par des possessions allemandes, soit Prusse orientale, Prusse occidentale, la Silésie et la Tchécoslovaquie, et la Slovaquie qui est un allié de l'Allemagne. Donc c'est sûr que d'entrée c'était très mal engagé. Il aurait fallu adapter la stratégie pour se laisser le temps finalement de reculer, de tenir les 3, 4, 5 mois au bout desquels on peut espérer que les Franco-Britanniques déclencheraient leur attaque à l'ouest, ce qui soulagerait les Polonais. C'était le seul espoir qu'ils avaient. Cette carte, ils ne l'ont pas jouée. Les Franco-Britanniques n'ont pas bougé, ou de façon très symbolique, donc le destin de la Pologne était scellé.
Est-ce que le terme de la Blitzkrieg, au fond, n'est pas une surinterprétation? Parce que Krieg, ça veut dire guerre, mais la guerre n'est pas terminée à Dunkerque, la guerre n'est pas terminée en Pologne. Est-ce que, au fond, la Blitzkrieg est efficace jusqu'à Dunkerque, mais sans but en Russie ou en Libye? Alors, ce concept, cette façon de faire la guerre, dans laquelle le couple char-aviation a la capacité de pratiquement percer un front où il veut et quand il veut, est pensé et adapté à l'Europe occidentale. Oui. C'est-à-dire à un pays où il y a des pays assez peu accidentés, avec d'excellents réseaux routiers et ferroviaires, où la logistique permettant d'alimenter ces divisions est assez facile à mettre en place. Parce qu'il faut quand même se rendre compte que une division Panzer, c'est des milliers de véhicules, ça veut dire sans arrêt des camions-citernes qui courent après, ça veut dire des camions chargés d'obus qui courent après, chargés de nourriture, d'eau, parce que c'est vraiment très gourmand en logistique. Donc tant que la logistique suit, ces unités sont capables de se battre. En outre, je vous rappelle que ce ne sont que des machines mécaniques, c'est-à-dire des moteurs, des roulements à billes, des essieux, des axes, que tout ça s'use. Et s'use d'autant plus que le terrain est mauvais. C'est donc, ce sont des unités qui doivent être suivies par des ateliers mobiles, des chars de remplacement. Ça s'use très vite, ça se démolit très vite, une Panzer Division. Donc, tant que vous avez la possibilité d'agir, de faire suivre tout cela du point de vue logistique sur des distances raisonnables, on va dire 300-400 km, en gros les dimensions de la moitié nord de la France, ça fonctionne. À partir du moment où vous entrez dans un pays comme l'Union soviétique, qui est à peu près dénué de routes revêtues, où le réseau ferroviaire est beaucoup moins dense, à écartements différents, vous avez d'emblée un énorme problème logistique. Vous êtes condamné à l'emporter très vite ou à ne pas l'emporter. C'est ce qui s'est passé. Ces divisions Panzer ont réussi, comme c'est leur travail, leur objectif et leur mission, à ouvrir, éventrer le front soviétique, à se précipiter dans l'intérieur, mais elles se sont perdues dans l'intérieur. Et finalement, on a vu derrière la lourde infanterie allemande qui va encore au pas du cheval, comme en 1918, s'élancer pour essayer de sceller les encerclements. Mais bon, nous n'allons pas décortiquer la campagne à l'Est, vous l'avez dit vous-même, on en a déjà beaucoup parlé. Toujours est-il que c'est en effet en Union soviétique que ce type de guerre, ce type de combat va trouver ses limites. Alors Pierre Jardin, qui participe donc au livre La Wehrmacht, la fin d'un mythe, puisqu'il s'agit d'un ouvrage collectif qui rassemble des articles de guerre et histoire. Pierre Jardin donc explique que l'armée prusso-allemande doit ses victoires à un corps d'officiers très compétent, mais victime d'une cécité stratégique. Pourquoi cela ? La compétence est incontestable. Depuis les réformes de Scharnhorst, donc depuis les années 1812-1818, l'officier allemand est recruté très jeune, formé dans des écoles de cadets. Il y en a 8. On le prend au niveau de la 6e, c'est des mômes de 11 ans, à qui on va apprendre un métier. Donc ils vont se passer souvent de formation générale. On va en faire d'excellents professionnels, mais avec une culture quand même très limitée. Alors il y aura des réformes qui vont essayer de remédier à cela, mais disons qu'en gros, l'officier allemand, on en fait probablement le meilleur professionnel au 19e et encore dans la première moitié du 20e siècle, c'est-à-dire un homme pour qui la tactique, le combat entre les armes, le combat joint des différentes armes, cavalerie, infanterie, chars, avions, artillerie, ça n'a pas de secret pour lui. C'est en outre un corps d'officiers qui possède une homogénéité culturelle et politique très forte. C'est le service du roi, la dévotion à la Prusse, avec cette idée que la Prusse n'existe que par son armée.
Hein, c'est terrible parce que la Révolution française nous a, inculqué que l'armée n'est que l'expression de la volonté nationale et de la nation. En Allemagne, non, c'est l'inverse. Dans la Prusse, pardon, c'est l'inverse. C'est que la nation ne procède que de l'armée. Donc l'armée est toujours mise au premier plan. Il y a donc une homogénéité, vous avez donc une espèce de caste qui se forme, qui connaît parfaitement son métier, mais qui, c'est vrai, n'a pas l'habitude de penser en termes stratégiques. La stratégie exige d'être en rapport étroit avec le décideur politique, avec celui qui détermine les buts politiques. Ça suppose d'accorder l'action militaire avec les possibilités économiques et l'action diplomatique. Il faut aussi que l'officier supérieur connaisse l'existence de ces impératifs et de ces limitations politiques, économiques et diplomatiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas dans les écoles d'officiers allemands. C'est donc la limite, en tous les cas, une des limites de la Wehrmacht. Alors nous sommes en 1940, les chars allemands pénètrent en France, la première armée au monde, l'armée française est défaite. A-t-on affaire à une armée allemande surpuissante ? Au-delà, est-ce qu'on assiste à une sorte de choc de deux imaginaires guerriers ? Nous avons cette armée allemande, elle est duale. Elle a une petite tête de diamant très dure, qui est composée de 10 divisions Panzer, d'une poignée de divisions d'infanterie motorisée portées sur camions, qui vont 40-50 km/h, et d'une armée aérienne particulièrement bien équilibrée et avec une vision très claire des différentes tâches qui lui incombent. Ça, c'est la partie moderne, qui est de dimension réduite, et c'est cette partie-là, toute seule, qui va vaincre la France. La percée de Sedan, la cavalcade jusqu'à la mer, c'est le travail de cette quinzaine de divisions et de ces 2 ou 3 000 avions qui sont au-dessus. Le reste de l'armée allemande n'est pas plus moderne que l'armée française. Loin de là. C'est encore une armée type pratiquement 1918, qui est essentiellement hypomobile. Donc dire qu'elle est surpuissante, non. Elle a un modèle d'organisation différente, mais elle n'est pas surpuissante. Surpuissante, ça veut dire qu'elle a plus de tout. Or, l'armée française a plus de chars, par exemple. Le seul domaine où l'infériorité française est criante, c'est l'aviation. Ça, c'est vrai, c'est le grand point faible. Notre aviation, plus d'ailleurs dans ses structures que dans ses matériels, est extrêmement mal pensée et n'est pas faite pour le combat mobile. Mais cette armée allemande n'est pas surpuissante, elle a un plan, elle s'est donné un plan, le fameux plan jaune, qui est dû à l'action conjointe de Manstein et d'Hitler. Elle a un plan d'une audace folle, qui va avoir toutes les chances pour lui, et qui va être exécuté à très grande vitesse, ce qui a littéralement foudroyé les Français, en coupant leur front en plein milieu. À partir de là, on peut dire que ça s'est très, très rapidement joué. La bataille de France était très rapidement perdue. Mais, sans vouloir paraphraser quiconque, la France avait perdu une bataille, mais elle n'avait pas perdu la guerre, loin de là. Perdre une bataille ne signifie pas perdre la guerre. Loin de là, cette guerre, elle était encore longue, et c'est d'ailleurs un peu la grande stupeur d'Hitler, c'est qu'il pensait qu'en abattant la France, les Anglais allaient faire la paix et que la guerre serait terminée. Eh ben non. Et c'est là son premier grand, véritable échec, c'est que la victoire sur la France ne règle rien sur le plan stratégique. La guerre continue, et dans cette guerre qui s'annonce mondiale, l'Allemagne risque de ne pas avoir la taille suffisante. Alors il y a une chose importante, toujours de terminologie, je ne sais plus quel est l'auteur, mais qui fait une distinction entre les chars et les divisions Panzer. Les divisions Panzer, les unités mobiles, l'infanterie, l'artillerie, le génie, et il dit que ce sont les divisions Panzer qui ont véritablement gagné cette bataille de France, moins que les chars. Alors, les chars ne sont qu'un des outils. La division Panzer, c'est une boîte à outils, dans laquelle on a rangé
on a rangé ce que je disais tout à l'heure, un bataillon de reconnaissance, de l'artillerie mobile, du génie, de l'infanterie portée, des chars, des avions d'observation. Les chars sont qu'un élément de l'ensemble. C'est un élément important puisqu'il est tout terrain, il est doté d'un canon, d'une mitrailleuse et qu'il amène le feu partout très vite. Mais tout seul, il est impuissant. On le verra bien lorsque la France essaiera dans la panique de ce mois de mai 1940 de monter à la hâte des divisions cuirassées de réserve, mais qui chez nous vont résulter essentiellement du collage de bataillons de chars. Ce sont donc ces DCR étaient très mal fichus puisqu'elles n'avaient finalement que des chars, pas assez d'artillerie et surtout pas assez de dragons portés, c'est-à-dire d'infanterie mécanisée. De Gaulle a dit tout ça magnifiquement au tout début des mémoires de guerre. Donc une division Panzer, encore une fois, c'est pas une division de chars, c'est une petite armée qui combat interarmes. C'est une boîte à outils dans laquelle il y a plein d'outils. Et d'ailleurs, les Allemands iront très loin dans l'utilisation de ces outils puisque ils sont capables de un peu comme une boîte de Lego. Vous avez une dizaine de briques sur la table, vous pouvez vous amuser à faire 3-4 petits modules en assemblant les briques de certaines façons. C'est ce qu'on appelle le Kampfgruppe, le groupe de combat, qui est une invention allemande et qui est quelque chose qui va leur rendre les plus grands services pendant toute la guerre. Ça consiste par exemple, pour une mission donnée, le chef peut démonter sa division Panzer, il peut accoler le Lego bataillon de reconnaissance avec le Lego une compagnie artillerie, avec un bataillon blindé et par exemple un régiment d'infanterie mécanisée. Avec ça, il a un groupe de combat qu'il va envoyer dans une direction, puis avec le reste, il peut encore monter 1 ou 2 groupes de combat. Donc on a quelque chose d'intermodulaire, extrêmement souple, qui va permettre à cette division Panzer de durer et de s'user aussi très vite, parce que, évidemment, c'est elle qui porte beaucoup le poids des combats et elle va s'user à toute vitesse. Alors Dunkerque, c'est l'apogée de la débâcle. Pourtant, Hitler donne un ordre absolument stupéfiant. Il arrête l'avancée et c'est un ordre qui interroge encore aujourd'hui les historiens. Quelles sont les conséquences de cette erreur qui est un choix? Autrement dit, et paradoxalement, est-ce qu'Hitler n'a pas perdu la guerre à Dunkerque? Alors, c'est toujours l'objet d'un vaste débat entre historiens, mais au début, ce n'est pas Hitler qui choisit cette solution. Ce sont des chefs de la Wehrmacht sur le terrain qui font remonter au grand quartier général que les divisions Panzer ne sont plus qu'à 50% de leur puissance, qu'elles s'usent extrêmement vite, et surtout qui font croire que l'ennemi est beaucoup plus puissant qu'il n'est en réalité. Ça, notamment, Rommel lui-même est responsable d'avoir vraiment grossi le danger de la contre-attaque de quelques chars britanniques à Arras quelques jours auparavant. Donc à Berlin, on s'alarme, on voit l'ennemi plus gros qu'il n'est, et ça remonte du terrain. Hitler, on lui explique que ces divisions Panzer ont perdu beaucoup de leur puissance. Donc, il décide à ce moment-là d'arrêter les frais pour préserver ces panzers dont il a besoin pour achever la France. Et puis dont il a besoin après pour ses grands desseins qui sont d'envahir l'Union soviétique. Donc il y a une logique en quelque sorte, d'autant plus que Göring lui promet qu'on peut très bien réduire la poche de Dunkerque et détruire l'armée britannique de l'empêcher de s'enfuir, de traverser la Manche, uniquement par l'action de l'aviation et par la concentration rapide du reste de l'armée, c'est-à-dire des unités d'infanterie allemandes. Et donc, il a sur la fois des informations qui lui ont été données, qui sont des informations qui sont biaisées, grossies, tronquées, il a pris une décision qui s'avère ne pas être la bonne. Parce qu'une des conséquences, c'est que une partie de l'armée, une grosse partie du corps expéditionnaire britannique et une partie également des armées françaises encerclées vont réussir à s'échapper de la nasse, mais en même temps en perdant la totalité de leur matériel. Donc là, il y a un concours de circonstances, il y a eu du mauvais temps, la Royal Air Force qui a sorti à ce moment-là ses Spitfire que l'on ne connaissait pas encore et qui sont une très mauvaise surprise pour les Messerschmitt. Göring a fait une promesse de Gascon, la Luftwaffe est affaiblie, les bases sont déjà beaucoup trop loin, il faut rapprocher, enfin... Tout s'est goupillé pour permettre aux Anglais finalement de rembarquer une grande partie de leur corps expéditionnaire. Alors, est-ce que
ça reste quand même, Churchill l'a dit dans ses mémoires, si on continue à avoir des victoires comme celle de Dunkerque, on va bientôt se retrouver tout nu. C'est quand même, le terme de victoire est un peu fort. Disons que le corps expéditionnaire échappe à la destruction. Mais en perdant tout le reste, il fera aux Anglais des années pour remonter une armée digne de ce nom. Donc il faut quand même moduler. Non, Hitler n'a pas perdu la guerre en 1940 à Dunkerque. Alors est-ce que, faisons un bond dans le temps et nous renvoyons nos auditeurs aux 2 émissions sur Barbarossa, mais faisons un bond dans le temps, arrivons en 1943 avec le titre du MOOC que vous venez de publier, une coédition Perrin et Guerre et Histoire. Est-ce que tout était joué en 1943 ? Ce que j'ai voulu faire dans le dossier de ce MOOC de la guerre, c'est alerter le lecteur sur le problème de l'horizon historique, c'est-à-dire du fait que nous jugeons, nous écrivons, nous parlons une fois que nous connaissons la totalité de l'histoire. Nous avons donc tendance à écraser les perspectives et à oublier que ce passé avait un futur et que ce futur, il était inconnu à l'époque. On a donc tendance à penser que c'était plié pour les Allemands depuis très longtemps en réalité. Mais moi, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que dans la conscience des acteurs de l'époque, ça n'est pas joué. Les Allemands ne pensent pas du tout au début de l'été 43, à la défaite. Ne pensent pas du tout qu'ils ont perdu. Rendez-vous compte. Ils sont encore au milieu de la Russie. Ils ont encore un pied en Méditerranée. Ils occupent la totalité de l'Europe. Voulez-vous qu'ils pensent qu'ils aient perdu? Ils pensent encore avoir des cartes à jouer. Le débarquement des Alliés en Italie, en Sicile, est très décevant. Très décevant, ça n'avance pas. C'est interminable, la remontée de la botte par les anglo-saxons. Non, il n'y a pas de raison de penser que tout est joué dans leur conscience de contemporain de l'événement. Tout n'est pas joué, et c'est ça que j'ai voulu montrer. Et c'est la même chose quand on regarde du côté des Japonais. Tout n'est pas joué. Et si on se met du côté des décideurs anglo-saxons, on s'aperçoit aussi que pour eux, ils pensent assez globalement, comme De Gaulle, encore une fois, le dit très bien dans ses mémoires de guerre, que la probabilité de la défaite du Reich et des Japonais est considérable. Mais ils sont incapables de dire quand la guerre se terminera, et surtout, quel effort et quelle quantité de sang il va encore falloir verser. Ça, on ne sait pas. Personne ne sait en 1943 que la guerre va se terminer le 8 mai 1945 à l'Ouest et le 2 septembre 1945 en Asie. Ça n'est pas possible. On fait des projections, les contemporains font des projections sur lesquelles ils bâtissent les armées, leur logistique, etc., qui ne sont pas du tout celles que nous, on aurait tendance à faire aujourd'hui une fois qu'on connaît le résultat. C'est donc, si vous voulez, c'est l'horizon réel des gens de l'époque, des décideurs de l'époque, que j'ai voulu restituer dans ce MOOC, toute cette question, la guerre était-elle vraiment perdue? Alors, si, encore une fois, de notre point de vue, puisqu'on connaît la fin, on va dire, ah ben oui, ils l'ont perdu, ils l'avaient déjà perdu. Mais encore une fois, ça n'est pas si simple, et les décisions qui ont été prises à l'époque ne sont pas prises avec cette certitude que la guerre ne va pas durer encore plus de 2 ans. Alors, 2 mâchoires se referment sur le Troisième Reich. Pourtant, ces 2 attaques combinées sont vraiment différentes dans leur nature. Alors, les 2 mâchoires, je pense que vous faites allusion à l'été 1944, lorsque les anglo-saxons ont débarqué en Normandie, et lorsque les soviétiques déclenchent une série d'offensives anti-rois à l'Est, opération Bagration, Yassi Kishinev, et d'autres encore. Eh bien, oui, cette mâchoire, et d'ailleurs c'est à ce moment-là, très précisément à ce moment-là, que la plupart des Allemands, en tout cas des décideurs, comprennent que là c'est fini. Mais on est en 1944. À partir de ce moment-là, et d'ailleurs ce n'est pas un hasard si c'est le 20 juillet 1944 qu'une partie de l'élite militaire allemande décide d'assassiner Hitler. Parce que c'est bien précisément parce qu'ils comprennent que c'est perdu
qu'il faut essayer de se débarrasser d'un personnage aussi gênant, Hitler, et de Himmler avec, chef des polices et de la SS, pour essayer de discuter avec les Occidentaux. Ou éventuellement, pourquoi pas avec les Soviétiques. Mais la majorité, c'est plutôt avec les Occidentaux. Donc c'est à ce moment-là seulement qu'ils ont compris, devant l'évidence des deux rouleaux compresseurs qui s'avançaient vers eux, que les choses étaient complètement perdues. Et vous remarquerez, c'est quand même très tard. Nous sommes en juillet 1944. Alors bien sûr, il y aura toujours encore des jusqu'au-boutistes qui, eux, continueront à se battre. Mais il y a un certain nombre de généraux, notamment ceux qui combattent à l'Ouest. Pensons à Rommel, par exemple. Lui comprend que c'est perdu. D'ailleurs, il tremble dans le complot et il sera contraint de se suicider. Von Kluge, que Hitler nomme à l'Ouest, qui va également se suicider, conseille à Hitler de faire la paix au plus vite. À ce moment-là, ils ont compris. À partir du moment où, des deux côtés, vous avez ces deux énormes masses militaires qui se sont mis en branle, d'ailleurs, ce qui leur a fait le plus d'impression, c'est ce qui s'est passé à l'Est. Finalement, plus que le débarquement. Parce que ce qui s'est passé en Biélorussie, en juin, juillet et août, donc avant, jusqu'à la percée Cobra, jusqu'à la percée de Patton, vers la Bretagne, c'est une défaite épouvantable. Un groupe d'armées, le groupe d'armées centre, qui est entièrement détruit par l'armée rouge, qui fait un bond de 600 km et arrive devant Varsovie. C'est ça, plus encore que le débarquement, mais c'est bien entendu la coalition des deux, qui amène les moins bornés et les moins fanatiques des chefs allemands à penser que ça sent le roussi, et que si on veut discuter et être crédible dans la discussion, il faut se débarrasser du Führer. Alors vous évoquiez les jusqu'au-boutistes, justement. Est-ce que l'armée allemande se bat jusqu'au bout? Est-ce que nous ne sommes pas victimes d'un tableau un peu héroïque de la propagande allemande elle-même, mais aussi des alliés? Parce que vaut mieux avoir un ennemi qui se bat jusqu'au bout, plutôt qu'un ennemi qui se rend pour la belle image. Alors, cette armée allemande s'est battue longtemps, c'est incontestable, mais elle donne des signes d'effritement dès le début de 1945. Avant, si l'on va chercher un peu plus dans le détail, elle se bat en plus d'une façon générale mieux à l'Est, parce qu'elle a peur. Elle a peur de l'armée rouge, parce qu'elle sait que le sentiment de vengeance qui l'anime est fondé. Il n'y a pas un soldat allemand qui ignore les atrocités innobables qui se sont produites à l'Est pendant 3 années. Mais elle tient quand même son rang, elle est même capable, avec des éléments très médiocres, de contre-attaquer dans les Ardennes et de faire une belle peur aux Alliés. On l'a oublié, ça. À quel point Eisenhower a eu peur. Il a eu tellement peur qu'il a demandé à Staline d'avancer sa contre-offensive, son offensive d'hiver, qui devait déclencher fin janvier et qui finalement sera déclenchée le 12 janvier en direction de Berlin. On a oublié ça aussi. Vous voyez, c'est toujours cette perspective qu'on écrase en regardant aujourd'hui. Ils ont eu une peur bleue, les Alliés. Ils ont rétabli la situation, mais la totalité de leur plan a été déjouée. Parce que, n'oublions pas que dans les calculs des Occidentaux, et notamment des Américains, il y a toujours 2 facteurs qui jouent. Il ne faut pas que les pertes soient trop lourdes, parce qu'on a affaire à une nation démocratique, où les sénateurs, les commissions d'enquête sénatoriales, les représentants sont partout dans l'armée, et veillent sur les boys. Vous avez tel représentant de l'Iowa, s'il s'aperçoit qu'un régiment de l'Iowa a eu des pertes trop importantes, immédiatement, il y a commission d'enquête. Donc il faut faire attention à ça. C'est pas l'armée rouge qui envoie au casse-pipe des millions d'hommes. Il y a des comptes à rendre. Puis il y a un deuxième facteur qui pèse chez les Américains, c'est qu'il y a un autre adversaire à battre. C'est le Japon. Donc il faut vite en finir en Europe pour renvoyer le reste de l'armée américaine en Asie. Donc oui, cette armée allemande, pour revenir à votre question de départ, cette armée allemande, elle s'est quand même battue longtemps, plus longtemps à l'Est qu'à l'Ouest, mais en même temps, elle se bat acculée par le désespoir, la peur de l'avenir, et par une répression qui est de plus en plus violente. On pend, on fusille, comme jamais dans l'histoire allemande. Sait-on que l'armée allemande est celle qui, en 14-18, a le moins fusillé? Beaucoup moins que l'armée française.
infiniment moins que l'armée italienne ou que l'armée russe. C'est une armée qui n'avait pas besoin de ce genre de procédé pour maintenir ses hommes au combat. Là, on a une inversion en 45, dès 44-45, le régime nazi prend un certain nombre de décisions qui donnent tout pouvoir à des tribunaux volants d'exécuter, et il y aura des dizaines de milliers d'exécutions. Donc le soldat allemand qui est appelé à défendre la patrie, il est coincé en quelque sorte. Il n'a pas tellement le choix. Où peut-il aller ? Où peut-il aller ? Il peut se rendre, il ne peut pas se rendre aux soviétiques. On voit bien, ça fait des années qu'on lui dit qu'il va finir squelette ambulant en Sibérie, ce qui ne sera pas loin de la vérité d'ailleurs. S'il peut, il va se rendre aux Occidentaux, mais c'est pas facile de se rendre quand on est au combat. C'est facile de se faire descendre par derrière. Donc, certainement une armée allemande qui a quand même combattu avec beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation, mais qui commence à se désagréger très clairement à partir de février 1945, et qui subit une coercition de la part de la SS, de la Feldgendarmerie secrète, de plus en plus importante. Une dernière question, Jean Lopez. Est-ce que, au fond, cette armée allemande et la Wehrmacht ne sont pas des mythes parce qu'elles ont aussi perdu les deux grandes guerres mondiales ? Je dirais que c'est un paradoxe de voir que cette armée a continué longtemps à fasciner, malgré qu'elle ait perdu les deux guerres mondiales. On a évoqué ce problème au début de notre discussion. Là, je dirais que, incontestablement, ça c'est de la responsabilité des anglo-saxons. Si on rentre dans le détail, il y a un certain nombre d'historiens britanniques qui, pour magnifier leur propre, exalter ce que l'Angleterre avait réussi pendant cette Deuxième Guerre mondiale, ont grossi les innovations, la capacité de combat de la Wehrmacht. Au fond, ça les arrangeait. Triompher d'un ennemi puissant, c'est beaucoup plus glorieux que triompher d'un minus. Ça se comprend. Mais également dans les années 60 et 70, et après la guerre du Vietnam, lorsque les Américains ont traversé une terrible crise intérieure, l'armée était entièrement à reconstruire, elle était en morceaux. La discipline, les problèmes de drogue, la défaite au Vietnam, on avait fait quelque chose de peu capable de se battre. Ils ont commencé d'ailleurs tout de suite par essayer de reprendre modèle sur cette armée allemande. Très très vite, on a énormément republié les généraux allemands. Il y a même des vieux généraux de l'armée allemande qui ont fait des tournées aux États-Unis pour lui réapprendre les techniques de combat. Et ça, je pense que c'est le dernier soubresaut. Après, dans les années 80, il y a eu un revirement et l'historiographie a commencé à réexaminer complètement, au contraire, les performances de l'armée soviétique qui avait été extrêmement réduite et dénigrée par ces mêmes Américains. C'est normal, on était à la guerre froide, c'était l'adversaire, il fallait le réduire. Donc vous voyez, c'est un mythe, mais c'est un mythe qui aujourd'hui est agonisant. C'est difficile aujourd'hui de continuer à magnifier une armée qui a quand même perdu les deux guerres mondiales d'une façon sans appel. En plus, la deuxième, en perdant son honneur, puisqu'elle est, je vous rappelle, coupable de tous les crimes. Merci beaucoup Jean Lopez d'être venu à notre micro. La Wehrmacht, la fin d'un mythe, une coédition Perrin, guerre et histoire. C'est un ouvrage que vous avez dirigé. Je mentionne aussi le MOOC de la guerre, le tome 3 qui vient de sortir, consacré à 1943. Et malheureusement, nous n'avons pas le temps de l'évoquer, mais le livre L'ours et le renard, consacré à la Russie et à l'Ukraine, donc histoire du temps présent. Un livre écrit donc avec Michel Goya, toujours chez Perrin. Merci beaucoup, chers auditeurs, pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.